Généralement, quand on parle d'un diagnostic médical, on s'attend toujours à une certaine précision, une clarté presque mathématique, quoi. Ouais, c'est clair. On veut du concret. Exactement. Je suis votre animatrice, passionnée par les rouages du sport de haut niveau, et je suis ravie de lancer cette nouvelle exploration analytique. Et moi, je suis votre expert médical de service, prêt à décortiquer ce qui se passe vraiment sous la peau des joueurs. Voilà. Et pour revenir à cette idée de clarté, tu sais, prenons une fracture du bras. La radio, elle montre une ligne blanche bien nette, le médecin pointe son stylo dessus et annonce que c'est cassé. Ah oui, l'esprit humain adore ça. C'est visible, c'est catégorisé, et le plan d'action est super évident. Sauf que, et c'est là que ça devient fascinant, dès qu'on met un pied dans le monde du sport d'élite, cette belle machine à rayons X, elle ne sert plus à grand-chose. Ah oui, surtout quand on parle du développement neuromusculaire ou des tissus mous, on quitte totalement la certitude pour entrer dans une énorme zone grise. C'est ça. Et le problème de cette zone grise, c'est qu'elle laisse une place immense à l'interprétation, à la spéculation et surtout à la panique. Surtout à la panique, oui. C'est exactement pour comprendre ce flou qu'on va analyser aujourd'hui la crise systémique des blessures qui frappe le monde du football, à quelques semaines seulement de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Le timing est juste dramatique. Totalement. Et le déclencheur de notre plongée du jour, c'est une alerte majeure survenue hier soir, le 24 mai 2026. Une alerte qui concerne Lionel Messi en personne. Et pour démêler tout ça, on s'appuie sur pas mal de données solides aujourd'hui. Ouais, on a compilé les rapports de matchs du Guardian, des analyses de Sports Dunia, les stratégies de l'Argentine qui sont scrutées jusqu'au Vietnam, et surtout une immense étude de l'UEFA sur 12 ans d'historique de blessures. Et ce contraste entre l'urgence d'un drame sportif d'hier soir et la froideur implacable des statistiques sur une décennie, ça offre un angle de vue très révélateur sur le corps des joueurs. Carrément. Alors reprenons le fil de la soirée d'hier. On est à Miami, au New Stadium. L'Inter Miami affronte le Philadelphia Union. Sous des conditions vraiment dantesques, il faut le rappeler. Ouais, il pleut des cordes, le match est d'une intensité folle. On finit sur un score de 6-4 pour Miami, un record en une mi-temps en MLS. Un match complètement dingue. Et Messi fait du Messi. Il distribue le jeu, il délivre 2 passes décisives, le stade est en ébullition. Mais à la 73e minute, il se passe un truc qui fiche tout le monde. La mécanique s'enraye d'un coup. Et le pire, c'est que c'est sans aucun contact avec un adversaire. C'est toujours le plus effrayant. Il vient de tirer un coup franc, quelques instants plus tard, il remonte l'ourlet de son short, il porte la main au haut de sa cuisse gauche, jette un regard très bref vers son banc et tourne les talons. Direct vers le vestiaire. Directement dans le tunnel, ouais. Il s'assoit pas sur le banc, il boite même pas de façon évidente, mais sur Internet, c'est l'apocalypse immédiate. J'imagine bien les réseaux sociaux en feu. Ah, mais sur le fil Reddit des supporters du Miami, c'était la folie. Un utilisateur, impossible couche. Sortait déjà des tableaux cliniques sur les déchirures de grade 1 ou 2 en calculant les semaines d'absence. Ce qui est super intéressant, c'est le contraste violent avec le discours officiel du club juste après. Bah oui, l'entraîneur Guillermo Hoyos arrive en salle de presse, hyper calme. Il balaye l'incident en disant que le terrain était lourd, gorgé d'eau, et que c'était juste une mesure de précaution à cause de la fatigue. Circuler, il n'y a rien à voir, quoi. C'est ça. Mais... Pardon, j'ai beaucoup de mal à y croire. Est-ce qu'un compétiteur de 38 ans qui demande à sortir et file au vestiaire sans attendre la fin du match, c'est pas toujours le signe d'un problème beaucoup plus sombre? Disons que la communication de crise de l'entraîneur joue son rôle d'extincteur médiatique, mais cliniquement parlant, les fans sur Reddit ont peut-être une meilleure compréhension de la biomécanique. Ah ouais. Ouais, parce qu'à 38 ans, un athlète d'élite a développé un niveau de proprioception absolument exceptionnel. Attends, la proprioception, c'est bien cette espèce de GPS interne du corps, c'est ça? Exactement. C'est le système sensoriel qui dit au cerveau, en temps réel, la position exacte et la tension de chaque muscle. T'as des milliers de capteurs dans les fibres musculaires. Ok, donc son corps lui envoie des alertes constantes. Voilà. Et quand Messi marche vers le tunnel sans boiter, ça veut pas dire qu'il a rien. Ça veut dire que son système a hurlé une alarme à son cerveau du genre « Attention, la tension vient de dépasser le seuil critique ». Waouh. Il sait que la prochaine contraction explosive va déchirer le muscle. Il a eu l'intelligence de s'arrêter dans la fraction de seconde juste avant la rupture catastrophique. L'entraîneur parle de précaution pour gagner du temps, mais le joueur, il sait que les fibres ont commencé à lâcher. Donc ce calme apparent, en fait, c'est juste le silence avant la tempête. Et cette frayeur, elle résonne d'autant plus que l'infirmerie de la Coupe du Monde 2026, elle ressemble déjà à un hôpital de campagne. La liste des absents est terrifiante. J'ai la liste sous les yeux. Xavi Simons et Rodrigo, déchirure des ligaments croisés.
Hugo Ekitike et Juan Foyce, rupture du tendon d'Achille. Serge Gnabry, touché musculairement. Pourquoi on assiste à une telle hécatombe au même moment ? Les rapports montrent qu'il y a 3 facteurs destructeurs qui se croisent. Le premier, c'est l'hyperdensité du calendrier. Les instances sont rajoutées des compétitions, des matchs, des tournées. Le corps a plus le temps de respirer, quoi. C'est ça. Le tissu conjonctif, comme les tendons, a besoin de temps pour se régénérer après des micro-traumatismes. Sans repos, la fatigue s'accumule et le tendon devient rigide et casse. Et le deuxième facteur ? C'est le jeu en lui-même. Aujourd'hui, on demande des phases de transition d'une violence inouïe. Les joueurs s'entraînent pour être des sprinteurs capables de faire des changements de direction brusques. Et ça sollicite les articulations à l'extrême. Mais c'est le troisième facteur qui m'a le plus choqué dans nos sources, la technologie. Les crampons ultra adhérents combinés aux pelouses trop arrosées. Ah ça, c'est un vrai problème moderne. Les crampons aujourd'hui, c'est plus des petits ronds de métal. Ce sont des lames profilées pour vraiment s'ancrer dans le sol et offrir une traction maximale. Ouais, et les terrains sont des pelouses hybrides avec des fibres synthétiques. Et ils les arrosent à fond avant le match pour que le ballon glisse plus vite. Du coup, ça crée un piège mécanique parfait pour les genoux. J'ai envie d'utiliser une analogie pour ça. C'est comme si on équipait une voiture de sport avec des pneus de Formule 1 ultra tendres et qu'on la forçait à rouler sur une piste recouverte de glu. C'est une excellente image. L'adhérence est incroyable, la voiture démarre comme une balle, mais au moment de prendre un virage en épingle à pleine vitesse, l'essieu va céder, non ? C'est exactement la même physique. Le pneu reste collé au sol, l'énergie cinétique doit bien aller quelque part, donc c'est l'essieu qui pète. Chez le joueur, la lame de la chaussure se bloque dans le synthétique. Le torse tourne, mais le pied reste planté au sol. Et bim, le ligament lâche. Voilà, c'est le genou et souvent le ligament croisé antérieur qui encaisse toute la force de torsion. Il vrille et se rompt. La technologie dépasse la résistance des articulations humaines. C'est effarant. Mais dis-moi, est-ce que c'est vraiment la faute de la technologie ou c'est juste l'avidité des instances dirigeantes avec leur calendrier surchargé ? C'est un cocktail toxique. Tu mets un calendrier surchargé qui fatigue les tissus et tu ajoutes une chaussure qui empêche le pied de glisser pour soulager l'articulation. La rupture est inévitable. Ouais, on sacrifie la santé sur l'autel du spectacle. Mais revenons à l'alerte de Messi. Pour comprendre s'il a une chance de revenir, il faut regarder les données cliniques de cette fameuse étude de l'UEFA sur les muscles. C'est l'étude de référence, 12 années de suivi, publiée dans le Journal of Sports Sciences. Plus de 17 300 blessures documentées. C'est monumental. Et l'étude montre que 32% de ces blessures sont musculaires, un tiers. Et ça cible particulièrement l'arrière de la cuisse, les ischio-jambiers. La zone exacte que Messi tenait hier soir. Les ischio-jambiers représentent 34% des blessures musculaires, très loin devant l'aine à 21%. Mais il y a un muscle précis qui est le grand coupable. C'est fou. Le biceps femoris, oui. Il est impliqué dans 83% de ces blessures aux ischio-jambiers. Mais pourquoi ce muscle-là en particulier, il est si fragile ? Parce qu'il a un rôle biomécanique super ingrat. Il traverse 2 articulations, il étend la hanche en arrière et il plie le genou. Mais le danger, c'est pendant la décélération. Quand le joueur freine brusquement ? C'est ça. Quand tu piques un sprint et que tu freines, ces muscles s'allongent tout en se contractant de toutes ses forces pour retenir ta jambe. C'est une contraction excentrique. Aïe. Imagine que tu tires de toutes tes forces sur un gros élastique, tout en essayant de le raccourcir en même temps. Les fibres subissent une tension extrême et lâchent sous la charge. Ok, la mécanique est super claire. Mais maintenant, comment l'équipe médicale de l'Argentine va évaluer la gravité de la ménisse ? L'étude parle de la classification IRM de Petronz pour prédire le temps d'absence. Absolument. C'est l'outil clinique par excellence. Surtout que l'Argentine joue l'Algérie le 16 juin. Ça laisse que 23 jours. Le chrono tourne, quoi. Alors, selon Petronz, un grade 3, c'est la rupture totale. Le joueur peut plus marcher, c'est des mois d'absence. Un grade 2, c'est une déchirure partielle, bien visible, ça demande environ 21 jours. Et un grade 1 ? Un grade 1, c'est un œdème, une inflammation autour des microdéchirures. Ça, c'est autour de 15 jours de repos. D'accord. Mais alors là, j'ai une objection technique. Dans cette classification, il y a le fameux grade 0. L'étude dit qu'un grade 0, il n'y a aucune déchirure visible à l'IRM. 0 pathologie visible. C'est exact. L'image est clean. Attends, si l'image est parfaite, pourquoi les statistiques de l'UEFA montrent que ces joueurs sont quand même arrêtés pendant 9 jours ? C'est énorme, presque 10 jours pour rien. Est-ce que les joueurs modernes ne sont pas devenus surprotecteurs, franchement ? C'est une très bonne question, mais non. C'est là qu'on touche aux limites de l'imagerie. L'IRM ne voit que l'accumulation de fluide ou les grosses déchirures.
Elle n'a pas la résolution d'un microscope, tu vois. Donc le tissu est quand même abîmé. Exactement. Dans un grade 0, la douleur clinique ressentie par le joueur à la contraction est bien réelle et très aiguë. Le dommage est à l'échelle cellulaire. Il y a un spasme protecteur sévère. Ah, je vois, le muscle se verrouille pour se protéger. Voilà. Et si un entraîneur force le joueur à jouer en disant « Eh, regardez, l'IRM est parfaite, ce tissu microscopiquement affaibli », va péter et faire une déchirure majeure dès la première accélération. Waouh. Donc la douleur est une donnée plus fiable que l'IRM à ce niveau-là. Mais tu sais, c'est fascinant parce que c'est pareil dans la vie de tous les jours au travail, hein. Comment ça ? Les troubles musculo-squelettiques. Quelqu'un a super mal au dos, il passe une radio, elle est normale. On lui dit que c'est dans sa tête, il continue de forcer. Et un jour, crac, une vraie hernie discale. Mais c'est exactement la même logique. Ignorer les signaux d'alerte sous prétexte qu'il n'y a pas de preuve visuelle immédiate, c'est garantir une blessure grave plus tard. Donc les 9 jours de repos, c'est vital, ok. Imaginons que Messi n'a qu'un grade 0. Il se repose, la douleur passe, il entre sur le terrain le 16 juin, on est sauvé, non ? Pas du tout. Les sources médicales soulèvent un spectre bien pire, la récidive. Et les chiffres sur le biceps fémoris sont terrifiants. Oui, j'ai vu ça. Un taux de rechute de 18% pour ce muscle spécifique. C'est alarmant. C'est presque un joueur sur 5 qui se redéchire exactement au même endroit. Parce que le tissu cicatriciel est moins élastique que la fibre originale. Il est plus rigide. C'est ça. Si tu précipites un retour pour un tournoi comme la Coupe du Monde, le risque statistique est majeur. Ce qui place Lionel Scaloni, l'entraîneur de l'Argentine, face à un dilemme absolu. Surtout avec les rumeurs disant que c'est la dernière compétition internationale de Messi. Scaloni doit préparer un plan B robuste. C'est comme sélectionner un joueur de 38 ans, juste remis d'une alerte. C'est comme conduire une magnifique voiture de collection sur l'autoroute avec un moteur rafistolé avec du scotch. C'est beau, mais t'attends juste le moment où ça fait bang sous le capot. Belle métaphore. Et psychologiquement, pour l'équipe, c'est super dur de dépendre d'un leader qui peut casser à tout moment. Ça force les autres à compenser en courant plus pour le protéger, ce qui les expose, eux, aux blessures. L'effet domino, quoi. D'où l'importance de la relève. On voit que Scaloni a convoqué des jeunes, très prometteurs, comme Nico Paz, Mastantuono, Prestiani. Et il y a un profil particulier qui ressort dans les rapports, Joaquin Panicelli. Ah oui, Panicelli. Il brille avec Strasbourg en France. Les stats d'octobre dernier le plaçaient dans le top 5 des attaquants en Europe avec 9 buts en 10 matchs. C'est le genre de profil physique capable d'encaisser l'intensité sans craquer. Ce qui nous amène à notre conclusion. L'alerte d'hier soir à Miami, c'est pas juste un fait divers, c'est le symptôme d'un système qui craque. Complètement. Les exigences athlétiques ont largement dépassé les capacités de récupération du corps humain. Et ça dépasse le sport. C'est la collision entre les exigences de rentabilité et les limites physiologiques. Que ce soit sur un terrain ou au bureau, la gestion de l'usure est primordiale. C'est le défi de notre époque, ouais. Ce qui me laisse avec une réflexion assez dingue pour cette Coupe du Monde 2026. On regarde tous le talent des joueurs, mais au final, la nation qui va gagner, ce sera peut-être pas celle avec les meilleurs joueurs du monde. Ce sera celle avec la meilleure équipe scientifique. Exactement. Les meilleurs kinés, les meilleurs analystes de la charge de travail. Les futurs championnats du monde, ça s'ajuste des guerres d'usure. Le vainqueur, c'est juste celui dont le corps s'est le moins brisé en chemin. Ça donne à réfléchir, non ? Ah, ça, c'est une certitude. Le repos devient l'arme fatale. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette exploration. Prenez soin de vous et écoutez les alertes de votre corps.